Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, une question pour Justin Trudeau et Chrystia Freeland. On vient de parler d'eux à l'occasion du dernier budget fédéral. Donc, cette question, c'est: est-ce que la croissance économique suffit à effacer la dette gigantesque accumulée au cours des 8 dernières années? Au-delà de cet exemple extrême, cette croissance, comment la calculer si on omet toujours les mécanismes d'endettement public qui la sous-tendent et l'alimentent? Mon invité pense même que nos pays développés seraient en récession depuis 50 ans. Excusez-moi du peu. Il s'appelle Philippe Labrec, il est chroniqueur sur plusieurs plateformes et a récemment publié sa réflexion dans le magazine Les Affaires sous le titre « Sommes-nous en récession depuis 50 ans ?» Philippe Labrec, bonjour. Bonjour. Vous nous charmez avec ce titre on peut lire donc sur le magazine des Affaires, donc « Sommes-nous en récession depuis 50 ans ?» Vous voulez nous donner la frousse ou quoi? En fait, c'est pas ma thèse, quoique je dirais que je suis plutôt en accord avec elle, mais c'est celle de Raphaël Rossello, auteur du livre « Demain, la fin de l'insouciance, point d'interrogation ». Raphaël Rossello étant un banquier d'affaires suisse possédant plusieurs décennies d'expérience. Et non, je ne voulais pas faire peur à qui que ce soit. Je pense pas que Rossello voulait faire peur à qui que ce soit non plus. Je crois que l'objectif était simplement d'être lucide dans un discours économique qui parle toujours de croissance, mais qui soustrait jamais les déficits et les dettes encourues par l'État, principalement, pour générer cette croissance, et ce, depuis 50 ans, oui, en effet. Raphaël Rossello, donc l'auteur de son dernier livre, c'est « Demain, la fin de l'insouciance », paru d'ailleurs, j'ai regardé ça, c'est chez Mareuil, en 2022. Alors voilà, et donc on est tout le temps en train de parler de croissance, le pays a connu tant de croissance, c'est le taux, etc. Mais ce que Raphaël Rossello et ce que vous reprenez dans votre texte sur le site Les Affaires, c'est que il y a pas mal de points aveugles là d'angle mort. Oui, et le premier étant que dans la croissance, l'endettement et les déficits qui causent l'endettement structurel ne sont pas pris en compte. Donc, quand on vous dit que l'économie canadienne a une croissance de 2% l'an dernier, admettons, on ne vous dit pas que la dette, elle a augmenté de 4%. Et quel est le lien entre la dette et la croissance? C'est que bien sûr, les dépenses gouvernementales, les dépenses publiques stimulent l'économie. Ils sont donc utilisés pour stimuler la croissance. Donc, pour prendre un exemple, j'ai envie de dire un peu simpliste, là, mais c'est tout de même vrai. Si vous gagnez $100 par jour, mais que prendre la voiture pour aller au travail vous en coûte 150, est-ce que vous gagnez vraiment $150 ou $100 par jour, est-ce que vous perdez $50? Donc, il y a un calcul à faire. Si chaque année, on s'endette, on a un déficit de 4%, ça veut dire que la dette augmente de 4% plus les frais qu'on paye sur la dette, bien sûr, alors que la croissance n'est que de 2%. On est donc en croissance négative de moins 2%. Mais alors, je sors toute ma culture économique de mon chapeau, qui est pas très la culture pas très vaste, mais je sais que John Maynard Keynes, les politiques keynésiennes des années 30, 40, 50 et tout ça, disait que l'État doit investir dans l'infrastructure et s'endetter là-dedans pour créer du boulot, créer de la croissance économique. Ce que votre économiste Raphaël Rossello dit, c'est exactement l'inverse du keynésianisme. Non. Non. Ah bon? Keynes disait qu'en temps de récession, il fallait que le gouvernement, accepte de générer des déficits et donc un certain endettement pour relancer l'économie, mais en période de croissance économique, l'État devait rembourser la dette et donc réduire la stimulation de l'économie par l'endettement et les déficits. Et donc, on trouvait une espèce d'équilibre entre les dépenses pendant les périodes plus difficiles et les remboursements pendant les périodes de croissance. Ce qui veut dire qu'au final, grosso modo, là, je simplifie, mais au fil du temps, on arrivait à zéro. Donc, ni de dette, ni de surplus, ou peut-être même des surplus en période de croissance. Mais l'idée était de ne pas, au contraire, générer la croissance économique par l'endettement de façon structurelle, donc permanente, si vous préférez. Ça rappelle le rêve de Joseph qui était conseiller du pharaon d'Égypte dans l'Ancien Testament. Et vous avez le rêve des vaches grasses et des vaches maigres. En période de vaches grasses, on engrange pour pouvoir compenser les déficits des vaches maigres. Donc, voilà. Alors, écoutez, donc... l'idée est similaire, oui. Je pense que l'idée est similaire. Oui, c'est semblable, oui. En plus complexe, évidemment.
Donc, Raphaël Rossello, cet économiste dont vous parlez dans votre article du magazine Les Affaires, sommes-nous en récession depuis 50 ans, c'est le titre. Il se penche sur le cas des États-Unis. Alors, les États-Unis, on pense des milliards de PIB, on pense une richesse inouïe, des capacités technologiques, etc. Lui, il donne vraiment un autre son de cloche, je pense, non? Oui, sur la même période, c'est sûr que les États-Unis sont la puissance économique mondiale et la puissance économique occidentale plus précisément. Ouais. Et donc, il se sert des États-Unis, mais sa logique là, que je résume ici par l'équation croissance moins déficit pour connaître pour savoir si on a vraiment vécu une croissance lors d'une année donnée, s'applique à peu près tous les pays occidentaux. Je crois qu'il mentionne l'Allemagne comme échappant peut-être à cette logique perverse. Mais tous les autres pays, incluant le Canada, la France, le Royaume-Uni, les grandes puissances économiques occidentales ont traversé le même phénomène depuis 50 ans. Mais les États-Unis comme tels, d'après Rossello par exemple, je crois qu'il mentionne que le PIB depuis les années 70 a augmenté par un facteur de 21, donc 21 fois, et la dette, elle, pourtant, a augmenté par un facteur de 57. Donc on a presque 3 fois plus d'endettement que de croissance. Donc il faut se poser la question... comme vous avez posé au tout début de l'entretien, est-ce que la croissance peut rembourser la dette? Rossello répond non. Simplement parce que l'endettement croît plus vite que la croissance, mais surtout, c'est que la croissance est tributaire de l'endettement. Donc, sans endettement, pas de croissance. Et vu que l'endettement nécessaire à générer le peu de croissance qu'on a eu depuis est toujours supérieur à la dette croissance, vous voyez qu'on n'y arrive pas, on s'en sort pas, en gros. On s'en sort pas, ça veut dire que... c'est un processus infini, éternel, sans fin? Je dirais même pervers, parce qu'on est devenu dépendant mentalement, j'ai envie de dire, mais aussi économiquement, d'un endettement chronique, d'un déficit donc annuel qui se transforme en dette qu'une certaine élite n'a peut-être pas, j'allais dire intérêt, mais peut-être pas envie de repayer de toute façon, ce qui veut dire qu'on la dite dette va continuer à grossir, à enfler, et soit on va la rembourser grâce à l'inflation. Ça peut paraître bizarre, hein, mais quand l'inflation augmente, ça rend toutes les dettes plus faciles à rembourser, tout simplement parce que la valeur de l'argent, elle, baisse. Donc les gouvernements, les différents États, je doute là, que ça soit planifié de façon consciente, mais ça pourrait très bien arriver tôt ou tard. C'est arrivé dans le passé. Après tout, l'exemple le plus extrême au 20e siècle est sûrement l'Allemagne de Weimar, qui a subi une hyperinflation massive dans les années 20, largement due à la dette. De là un peu pourquoi, là, un petit à côté, les Allemands ont si peur de la dette, parce qu'ils se rappellent très bien ce qui venait après. On prenait des marques allemandes dans une brouette pour aller chercher son pain. Ça, c'était l'image qu'on avait retenue de cet endettement de cette Allemagne de Weimar juste après la Première Guerre mondiale. Il y a aussi une chose, c'est que avant que Nixon arrive, Richard Nixon, président des États-Unis, le dollar états-unien était indexé sur l'or. Donc, on ne peut pas trop focailler, pardonnez-moi l'expression, on ne peut pas trop jouer avec le dollar parce que sinon, on jouait sur l'or. Avec l'or également, il a désindexé les deux, ce qui fait que les monnaies à sa suite sont devenues flottantes et de plus en plus désindexées, non seulement de l'or, mais des matières premières, de la valeur, de l'économie. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'une financiarisation, c'est-à-dire que cet argent-là devient comme de l'argent Monopoly. J'ai l'impression que de plus en plus, notre perception de l'argent n'est plus en espèces sonnantes et trébuchantes, mais en chiffres. Alors un chiffre, on peut l'effacer, on peut le gonfler, on n'a qu'à changer les échelles, à la police, que sais-je, et puis ça, tout va se régler comme ça par enchantement sur un simple clic. Rappelons qu'en 71, quand Nixon a mis fin à la convertibilité de l'argent en or, donc du dollar américain en or, après, comme vous l'avez dit, le dollar américain, sur lequel les autres devises, il faut le rappeler, étaient indexées. Ce qui veut dire qu'on avait, en gros, un système indexé sur l'or où le dollar américain était indexé sur l'or et les autres devises du monde, donc le franc français, le dollar canadien, peu importe, le pound britannique, la livre britannique était indexée sur le dollar américain. Donc, tout le monde, à peu près, là, était indexé sur l'or, ce qui veut dire qu'on avait une certaine stabilité des prix. C'était pas un système, ce qu'on appelle les talons d'or parfait, mais c'était quand même, en tout cas à mon avis, peut-être mieux que ce qu'on a aujourd'hui, hein, comme vous l'avez dit, tout ce qui est les devises flottantes. Ce moment, je crois, est crucial, oui, en effet. Ce qui me mène à dire ça, Rossello en parle, mais je vous dirais peut-être pas aussi en long, en large que je l'aurais espéré.
Mais ça a entamé une période de croissance à crédit tout simplement parce que ça a aussi coïncidé avec une baisse des taux d'intérêt. Il y a eu des hausses, là, bien sûr, là, mais globalement, une tendance à la baisse à peu près irréversible. On a atteint 0% dernièrement. Là. Donc, toute croissance est venue au coût du crédit. Et c'est surtout que la financiarisation que vous avez parlé est largement rendue possible grâce à cette croissance à crédit, parce qu'on se rend compte que comment est-ce qu'on génère vraiment de la richesse, entre guillemets, aujourd'hui? Eh bien, c'est par les capitaux et non la production. Donc, comme on génère on emprunte. On génère des capitaux, on emprunte, on investit dans un actif qui, lui, va prendre la valeur, entre guillemets, mais surtout à cause que la valeur des différentes devises, des monnaies, elles baissent. Donc, le prix augmente. Donc, on croit qu'on est plus riche. Mais la plupart des actifs, le prix a augmenté depuis, en grande partie, simplement parce que les devises ont perdu de la valeur et parce que la masse monétaire a augmenté de façon disproportionnelle à l'économie aussi. Hein. Absolument, Philippe Labrec, vous parlez de ce livre de Raphaël Rossello dont vous faites une recension dans Les Affaires sous le titre « Sommes-nous en récession depuis 50 ans ?» L'essai de Raphaël Rossello, cet économiste suisse, vieux de la vieille. Demain, la fin de l'insouciance chez Mareuil en 2022. Alors justement, Raphaël Rossello, quand il fustige tout cela, il doit être un ennemi mortel de l'ultralibéralisme alors. Le néolibéralisme, plus spécifiquement, je vous dirais que... Oui, ben, vous pouvez dire l'ultra, là. Mais Rossello lui-même nomme le néolibéralisme comme étant son ennemi idéologique. Il se classifie lui-même pas à gauche, pas du tout, mais comme un libéraliste dans le sens classique, là. Dans le sens où l'État n'intervient à peu près pas ou peu dans l'économie nationale. Le néolibéralisme, comme moi, je le définis, c'est simplement le mouvement libre des biens, des personnes et des capitaux de par les frontières, donc mondialement, si vous voulez dire. Donc c'est un peu à la base de la mondialisation comme on la connaît aujourd'hui. Hein. Il serait un conservateur canadien aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourrait dire que les conservateurs canadiens ne sont que des libéraux classiques. Je crois que plusieurs d'entre eux sont pour le libre-échange, qui est un concept néolibéral. Mais comme je dis dans mon article, l'adversaire idéologique principal de Rossello, et ça, Rossello en parle relativement peu, ou du moins par la bande, si je peux dire, ça serait plutôt ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, qui est une théorie américaine là, qui a émergé dans les 5 ou 10 dernières années en termes de popularité, qui stipule, et là je simplifie encore une fois, mais les pays qui sont détenteurs d'une monnaie souveraine, ce qui veut dire le dollar canadien, le dollar américain, ce qui veut dire qu'en gros la Banque centrale peut en imprimer si elle en a vraiment besoin, peut emprunter à peu près sans limite. Donc, la dette pourrait très bien atteindre 200-300% du PIB. En ce moment, c'est à peu près 100%, là, grosso modo, en moyenne, entre les États-Unis, le Canada et les pays européens. La France doit... La France 121, 121, j'allais dire 125, mais ouais, 121, donc c'est assez élevé. Ouais. Mais la théorie monétaire moderne vous dit que ça n'a pas d'importance. Tout simplement, la France, dans ce cas-ci, n'est pas souveraine au point de vue monétaire. Hein. L'euro ne lui appartient pas qu'à elle. C'est allemand, surtout, l'euro. C'est surtout allemand, ouais. Mais un pays comme le Canada ou les États-Unis, surtout les États-Unis, en plus qu'on a la devise mondiale, la devise de réserve, peut se permettre d'emprunter à peu près sans limite. Il n'y a pas de conséquences à emprunter parce que cet État peut simplement imprimer les dollars, dans ce cas-ci, nécessaires. Donc, on peut financer tous les programmes publics, tous les programmes de stimuli dans ce qui a trait à l'économie. On peut stimuler l'emploi, on peut construire des écoles, des ponts, des ci, des ça, à dette, donc à crédit, sans que ça cause un problème quelconque. Si je vous comprends bien, Philippe Labrec, donc quand on a une monnaie souveraine, ça c'est le dollar états-unien, le dollar canadien aussi, j'imaginerais dans une moindre mesure, l'euro peut-être, mais les Allemands sont extrêmement orthodoxes en politique monétaire. Il y a peut-être le renminbi chinois, le yen, le yen japonais, la livre sterling britannique, mais à part ça, les autres monnaies... Comment vous dire? Ce sont des monnaies fortes, ce sont des monnaies... On ne peut pas tuer le dollar états-unien parce que la plupart des investissements sont libellés en dollars états-uniens. Le pétrole se transige en dollars états-uniens. Les matières premières également, je pense. Donc cette théorie monétaire, comme vous appelez la théorie monétaire moderne, elle est valable uniquement pour le dollar états-unien. Et éventuellement l'euro. Non? Je vais parler au nom des tenants de cette théorie. Je crois que tant si longtemps qu'un État a le pouvoir d'imprimer sa propre devise, donc adopter les politiques monétaires qu'elle le souhaite ou qu'il le souhaite, l'État, la théorie s'appliquerait à ce pays. Ce qui veut dire que le Canada pourrait très bien appliquer
la théorie monétaire moderne, ce qui veut dire, encore une fois, là, je résume, mais un endettement sans conséquences et sans limite. Tout simplement parce que tant que votre dette est dans votre propre devise, vous en êtes quand même maître, ce qui est quand même assez vrai. La preuve, les Américains le font. Les États-Unis sont en dette sans limite parce que leur dette est en dollars américains. Ils peuvent toujours la racheter en imprimant plus d'argent. Après, il y aura des conséquences, surtout au niveau inflationniste. Mais en théorie, ça se fait. Là. Mais aussi, un État endetté émet des obligations qui vont être vendues sur le marché local, national et international. Les créanciers internationaux vont réclamer leur remboursement ou leur argent par la suite. Le pays émetteur de l'obligation n'aura qu'à imprimer des billets pour satisfaire tout le monde? D'après la théorie monétaire moderne, c'est à peu près ce qui se passerait, oui. Dis donc. Après, il faudrait contrôler, parce que bien sûr, ça c'est très inflationniste comme politique, mais les tenants de cette théorie vous diraient que par l'impôt, principalement, et les taux d'intérêt, on pourrait contrôler cette inflation qui résulterait de ce genre de politique très inflationniste. Et avec des révoltes populaires par l'impôt? Peut-être, mais en théorie, encore une fois, admettons que vous garantissez, je prends encore une fois le parti pris de la théorie monétaire moderne, là, ce qui n'est pas mon cas, mais j'essaie de jouer le rôle de l'avocat du diable. Ici, on vous dirait, si on a le plein d'emploi grâce à un État qui dépense sans compter, donc qui crée des emplois qui soient utiles ou non, donc tout le monde a un emploi, tout le monde a un salaire, on pourrait atteindre une certaine stabilité au niveau socio-économique où les révoltes dont vous parlez, peu importe le taux d'imposition, à moins que ce soit 100%, là, mais on exagère, n'existerait pas. Il n'y aurait pas de raison de se révolter. On aurait un emploi, on aurait un revenu garanti ou à peu près. Là, c'est quasiment un État communiste, la façon dont je l'ai décrit, mais c'est pas tout à fait ça. J'en ai pensé, mais justement. Tout ça stimulé par l'État, les gens, j'ai envie de dire, la populace aurait du pain sur la table. Donc, tant que la population a à manger, un État, un emploi et un toit, on peut se dire qu'il ne se révolterait pas. Alors, Philippe Labrec, pourquoi est-ce que personne n'adopte cette théorie monétaire moderne? Puisque ce que vous m'en dites, en tant qu'avocat du diable, évidemment, comment dirais-je, c'est la panacée, c'est la croissance infinie jusqu'à la fin des temps. Ça reste une théorie, vous avez tout à fait raison. Mais de un, il y a tout de même ce principe économique qui dit que quand la dette publique dépasse un certain seuil, certains disent 90%, pour chaque dollar emprunté investi dans l'économie, vous recevez moins d'un dollar de croissance, donc de revenus. Oui. Ce qui veut dire que vous perdez. Si vous, par exemple, pour chaque dollar emprunté investi, vous avez 2 dollars de revenus, 2 dollars de croissance, on peut dire, tant mieux. Hein, je ne vois pas le problème, en fait, parce que au final, vous allez pouvoir rembourser relativement facilement l'emprunt. Mais là, quand on dépasse un certain seuil, tôt ou tard, on emprunte plus que ce qu'on génère comme croissance. C'est un peu ce que Rossello dit, d'ailleurs. Hein. Donc, de ce côté-là, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe et qui mène à un trou noir, disons. De deux, il y a aussi le problème de l'hyperinflation. Là. C'est une théorie. Donc, concrètement, et je crois que les critiques ont raison, on est complètement tétanisé d'une hyperinflation à la République de Weimar, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Ça pourrait très bien arriver. Une fois que l'inflation est hors de contrôle, c'est un effet psychologique plus que monétaire. Ce qui devient contrôlable. Donc, les critiques, je vous dirais que les différentes banques centrales et les gouvernements ont évité jusqu'à maintenant d'adopter cette théorie pour ces raisons principalement. Est-ce que c'est aussi une question de confiance? Parce que je peux comprendre qu'on puisse faire marcher la planche à billets indéfiniment. Le problème sera le manque de papier. Mais c'est que la confiance... J'ai l'impression qu'on est en train de marcher sur de la glace de plus en plus fine, mais la glace est encore très jolie, encore assez solide. Il suffit d'un mouvement de panique sur un marché, à droite ou à gauche, la faillite d'une banque, que sais-je, d'un gouvernement, pour que tout le château de cartes se révèle comme château de cartes, justement. Vous avez mentionné les obligations américaines, en particulier un peu plus tôt. L'événement que vous décrivez et craint par certains, ça serait donc le suivant. Le gouvernement américain soit renierait ou soit serait en défaut, ne paierait pas ses obligations. Ce qui veut dire que vous avez acheté pour, je donne un chiffre, là, mais 100 000 $ d'obligations américaines, qu'en gros, vous avez prêté 100 000 $ américain au gouvernement américain et le gouvernement américain vous verse un pourcentage sur ceci jusqu'à échéance de l'obligation. Après 10 ans, à l'échéance, vous allez voir le gouvernement américain, vous lui dites « Remboursez-moi mon 100 000 $. Il vous dit « Ah non, finalement, on a changé d'idée, on ne vous rembourse pas. »
ce qui créerait, comme vous l'avez dit, une panique, une crainte généralisée dans les marchés financiers parce que l'immense majorité de la dette dans le monde est en dollars américains. Voilà. Et sous celle-ci, l'idée sous-jacente étant que le gouvernement américain ne peut pas faire défaut sur ses paiements. Ce qui n'est pas entièrement faux parce qu'on revient à la théorie monétaire moderne dans le sens où il peut toujours imprimer l'argent pour vous le rembourser. Après, le montant qu'il va vous rembourser, s'il en venait à monétiser, comme on dit, la dette, serait nul dans le sens où la monnaie américaine ne vaudrait plus grand-chose, mais vous auriez votre 100 000 $ de retour. Vous récupéreriez le 100 000 $. Mais l'événement que vous mentionnez est craint par plusieurs. Oui, c'est un défaut de paiement du gouvernement américain dans ce cas-ci en particulier, parce qu'en plus d'être la monnaie de réserve mondiale, l'immense majorité de la dette dans le monde est en dollars américains. Philippe Labrec, on va arrêter ici, c'est le temps des publicités. Là aussi, il faut créer un peu de richesse. Pour en savoir davantage sur ce que vous dites, rendez-vous sur le site Les Affaires et on n'a qu'à taper Philippe Labrec et aussi « Sommes-nous en récession depuis 50 ans ?» C'est le titre de votre article, donc sur Google aussi, on peut voir ça. Je vous avais aussi une chaîne YouTube avec des balados et vous êtes l'auteur du livre « Comprendre le conservatisme en 14 entretiens » paru chez Libert il y a quelques années. Philippe Labrec, merci beaucoup. À dans 2 ou 4 semaines, on verra ça en temps et lieu. Merci beaucoup. Absolument, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, on parle de quoi d'ailleurs? On parle du censeur, un nouveau roman et de la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis à demain.